suis actuellement membre de l'Académie des sciences morales et politiques, comme élu président du conseil départemental de ma Savoie natale et par ailleurs président de la Fondation Charles de Gaulle. Donc j'ai fait des études juridiques, politiques, économiques et administratives à la Sorbonne, à Sciences Po, puis à l'ENA. J'ai ensuite été une dizaine d'années dans l'administration des finances, à la fois en France et à l'étranger, au Moyen-Orient. Et ensuite, j'ai eu une vie politique, à la fois comme parlementaire et comme ministre, pendant 25 ans. Et j'ai écrit pas mal de livres également. Alors la question était, faut-il des hommes ou des femmes providentielles? Donc c'est une réflexion sur l'histoire et sur les personnalités qui, à un moment, ont fait basculer l'histoire du bon côté. Alors on commence évidemment avec Jeanne d'Arc jusqu'à De Gaulle, en passant par Napoléon, et en évoquant aussi des figures à l'étranger comme Churchill, Adenauer ou Kemal Atatürk. J'oubliais en France Clémenceau qui joue un rôle extrêmement important à partir de 1917. Donc c'est une belle réflexion sur l'évolution de l'histoire, sur la façon dont on enseigne l'histoire et comment il y a des points de basculement. Et ça, je trouve que c'est des questions très actuelles, en fait. Je dirais que l'histoire montre qu'il y a eu des femmes et des hommes providentiels. Et que heureusement qu'ils ont été là en ce moment, à ce moment-là. Heureusement que Churchill a été là pour maintenir l'Angleterre dans la guerre contre Hitler. Heureusement que De Gaulle a été là en 1940 pour maintenir la France dans la guerre. Heureusement qu'il a été là en 1958 pour éviter la guerre civile. Heureusement que Clémenceau a été là en 1917 pour éviter de perdre. Heureusement que Jeanne d'Arc a été là en 1429 pour éviter que le royaume de France tombe en quenouille, comme on disait à l'époque. Donc ça, on le constate en général après. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de répondre à la question. C'est plus un constat qu'on fait a posteriori. Alors d'abord, pour le conférencier, il y a une chose qui est difficile, c'est que comme on était lycéen il y a longtemps, on ne sait pas forcément ce qu'ils ont dans la tête. Alors moi j'ai des enfants, mais qui ne sont plus lycéens, qui sont maintenant de jeunes adultes dans la vie active. Donc par exemple, quand je me suis dit que je vais parler de la figure de Kemal Atatürk, je me suis dit, est-ce qu'ils savent qui est Kemal Atatürk? Parce que ce n'est pas forcément, j'imagine, enseigné en classe d'histoire au lycée, parce que les programmes sont tellement énormes qu'on ne peut pas tout traiter, et je le comprends bien. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que sur la question précise d'Atatürk, il y a eu une question très pertinente d'un élève qui connaissait Atatürk, parce qu'il était d'origine turco-kurde, et de cette façon, on a pu nouer un dialogue. Donc, moi, ma grande interrogation quand j'ai préparé cette causerie, je n'appelle pas ça une conférence, cette promenade au sein des femmes et hommes illustres, c'est de me dire, est-ce que, quand je vais évoquer des notions qui me sont familières, est-ce que pour cette génération-là, c'est forcément une notion familière? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme j'ai mis des extraits de discours des années 60 du général de Gaulle et d'André Malraux, j'ai précisé que c'était en noir et blanc et pas en couleur, et que le phrasé de l'époque ne correspond pas au phrasé de la France de 2024, bien sûr. Moi, j'aurais peut-être deux messages. Le premier, c'est de dire, et ça, c'est pas seulement pour les lycéens, c'est pour tout le monde, c'est qu'il faut garder une capacité d'admiration. Parce qu'on est dans une société où tout se vaut, où la dérision fait rage, si je puis dire, et je pense qu'il faut garder dans notre cœur, j'allais dire, cette faculté d'admirer de grands artistes,
de grands politiques, de grands écrivains, de grands scientifiques, puisque la question m'a été posée sur les scientifiques. Donc je pense que cette capacité d'admiration est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième message peut-être, c'est qu'il ne faut pas tout attendre des hommes ou des femmes providentiels. Alors quand une femme ou un homme providentiel survint, c'est très bien dans une situation compliquée, mais il ne faut pas s'en remettre aux femmes et aux hommes providentiels. Il y a ce que j'appelle les révolutions minuscules, c'est ce que chacun d'entre nous, quel que soit son âge, son métier, ses origines, sa profession, ses convictions philosophiques ou religieuses, de toujours se poser la question, qu'est-ce que moi je fais au-delà de mon petit ego, de mon petit moi, pour faire société et faire France. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour les enseignants, moi, je voudrais leur dire toute l'admiration que je porte à leur travail. Moi-même, j'ai été très marqué à la fois au collège et au lycée, et même au primaire, par mes profs ou instits qui m'ont enseigné l'histoire. J'ai encore tous leurs noms en tête. Et je me souviens de certaines leçons qui m'ont apprises. Donc je voudrais vraiment remercier les profs pour tout ce qu'ils font au quotidien. Et puisqu'on est sur des sujets hystériques aux profs d'histoire géo, parce que c'est des disciplines tellement importantes pour la formation civique des élèves. Et puis c'est une chose qu'on oublie vite, parce qu'on est dans une société amnésique où tout passe à toute vitesse. Et je pense que si on a une bonne connaissance de l'histoire, on est un meilleur citoyen. Je pense que d'abord, même si pendant un certain temps ce n'a pas été la mode, il faut que les élèves lisent des biographies. Parce qu'un homme ou une femme, c'est un nom dans un manuel d'histoire ou qu'on entend dans un documentaire, mais c'est d'abord des vies. Et moi je trouve qu'aborder l'histoire par les vies des gens est quelque chose d'extrêmement important. Je veux dire, quand on a lu la vie de Churchill ou la vie de De Gaulle ou la vie de Napoléon, on se rend compte de la complexité de l'histoire en création, de l'imbrication entre une personnalité et son époque, parce qu'une personnalité est toujours le produit d'une époque, et cette personnalité peut transformer aussi une époque. Donc je pense qu'il est très important de prendre en considération ces vies. Alors il y a les vies des hommes illustres que l'on connaît, mais il y a aussi les vies de personnalités moins connues qui sont tout aussi représentatives de l'époque. Par exemple, je me suis intéressé à la vie d'un homme que pas grand monde connaît, qui est un historien spécialiste de la guerre du Vietnam et de l'Indochine, qui se trouve être un juif d'Ukraine, qui ensuite a été élevé à Vienne en Autriche avant la guerre, qui ensuite est venu en France, qui a été résistant en France, qui ensuite est parti aux États-Unis et qui a sauté sur une mine pendant la guerre du Vietnam où il était correspondant de guerre. En écrivant cette biographie, je suis allé voir en Ukraine où il était né, je suis allé voir à Vienne où il avait vécu, en Savoie où il avait été résistant, à Washington où il avait enseigné. Et donc, par cet homme pas connu du grand public, on a résumé la complexité à la fois des drames et des espérances du XXe siècle. Donc, il y a un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle « Vie minuscule », mais c'est plutôt une antiphrase. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vie minuscule. C'est qu'il faut s'intéresser aux grands hommes, aux grandes femmes, mais aussi à la vie des gens. Et par exemple, me vient en mémoire un livre qui s'appelle « Louons maintenant les grands hommes ». Donc on peut croire que c'est un livre sur les grandes figures de l'histoire, pas du tout. C'est un livre qui a été écrit en 1941 aux États-Unis, donc sous Franklin Roosevelt, mais il ne parle pas de Roosevelt, ce livre, il parle de tous ces fermiers qui ont souffert de la Grande Dépression et de cette tempête de sable qui a ruiné les cultures et provoqué des famines. Et l'auteur s'appelle James Agee, et il a appelé son livre « Louons maintenant les grands hommes », parce que toutes ces personnes qu'il a rencontrées, qui sont des anonymes, pour lui ont été des grands hommes, et il a bien raison.